Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors nous avons vu que l'état d'un système évolue du moins probable vers le plus probable, c'est-à-dire les états macroscopiques correspondant à peu d'états microscopiques vers ceux avec énormément d'états microscopiques par simple effet de l'aléatoire et des effets statistiques. Mais ce raisonnement fait déjà implicitement référence à un sens privilégié du temps, puisque l'on dit vers le plus probable. Donc implicitement, on dit le passé, c'est le moins probable, qu'il évolue vers dans le futur, vers le plus probable. Pourquoi pas vers le passé? Alors, pour éclaircir ce point, imaginons l'espace de tous les états microscopiques. Un grand espace d'états, avec tous les états microscopiques possibles. Et regroupons-les par état macroscopique. Donc on a une petite zone ici, un état macroscopique, une deuxième un peu plus grande, deux, une troisième plus grande, et une quatrième encore plus grande. Par exemple, c'est un dessin arbitraire. Et une trajectoire quelconque serait comme ceci. Vous partirez par exemple ainsi de l'état 1 vers l'état 4. La trajectoire étant purement aléatoire dans les états microscopiques. Et nous ne donnons pas de sens à cette trajectoire. Elle peut être comme ceci ou comme ceci. C'est arbitraire. Pas de passé, pas de futur, juste une trajectoire dans l'ensemble des états. Pour des raisons purement statistiques, la trajectoire aura plus de chances de se trouver dans des zones qui sont de grande taille, c'est-à-dire correspondant à beaucoup d'états microscopiques. C'est évidemment pas flagrant sur ce dessin, mais rappelons-nous que les différences de nombre d'états sont considérables. On obtient tout de suite pour des systèmes macroscopiques des nombres d'états qui varient de 1 jusqu'à des milliards de milliards. Donc on a des toutes petites zones et des zones gigantesques. Et évidemment, une trajectoire aléatoire a plus de chances de se trouver dans cette zone gigantesque que dans la toute petite minuscule zone. Les trajectoires sont donc plus souvent dans les zones de grande taille, c'est-à-dire d'entropie élevée. Si on force l'état initial 1, donc si on dit forçons le système dans cet état 1, alors cette trajectoire aléatoire, qui va se trouver plus souvent dans les zones où il y a beaucoup d'états, de micro-états, elle va être automatiquement asymétrique, avec un endroit de faible entropie, un endroit de haute entropie. C'est donc le choix de la condition initiale qui impose la flèche du temps. C'est elle qui dit condition initiale faible entropie et par effet statistique, condition finale beaucoup d'entropie, ou plutôt les extrémités de cette trajectoire. Si on a plusieurs systèmes en interaction, par exemple un système tel que celui-là imposé avec un état 1 et un autre système, par exemple un être humain, alors on peut considérer globalement l'ensemble qui va aussi évoluer de cette manière, pour exactement les mêmes raisons. Les deux trajectoires des deux sous-systèmes ont donc en tendance à aller vers une entropie élevée. Toutefois, ce n'est vrai que si on peut considérer l'état initial global pour les deux ensemble, et si il y a une forte interaction entre les deux sous-systèmes. Sinon, on pourrait difficilement comparer deux trajectoires quelconques en disant l'état initial là correspond à quel endroit de la trajectoire de l'autre. Or, cette intrication très forte entre les systèmes est vraie. Nous l'avons vu.
La décohérence implique une forte interaction entre tous les systèmes, les appareils, les humains et tout l'environnement. Tous les sous-systèmes sont fortement intriqués entre eux. De plus, et donc tout l'ensemble tend à évoluer de cette manière. De plus, la décohérence et l'augmentation d'entropie est associée à une évolution et à la mémoire. Nous l'avons vu, c'est la décohérence qui permet des états stables de mémoire. Et cette asymétrie que l'on constate dans la vie de tous les jours ou dans la physique, dans cette trajectoire, fait que l'on appelle les extrémités de cette trajectoire, en fonction de leur propriété, une extrémité passée, une extrémité future. C'est donc une condition imposée et la structure aléatoire des trajectoires qui fait qu'il y a une extrémité appelée passée et une extrémité appelée future. Donc le système n'évolue pas dans le futur vers les systèmes de plus grande probabilité, c'est plutôt parce que nous appelons futur ces états de plus grande probabilité. Nous appelons futur les états d'entropie plus élevés. Ceci étant dit, pourquoi un état initial imposé? Pourquoi cet état 1 serait-il imposé? Eh bien, prenons un exemple qui est important, qui va nous mener loin. Prenons un simple verre d'eau pure, de l'eau pure. Mettons-y une goutte d'encre. Celle-ci va se disperser dans l'eau et le phénomène est totalement irréversible. Aucune chance de voir l'encre reformer une goutte et même ressortir du verre. Elle se dilue entièrement. Mais pour faire cette expérience, donc il y a deux états dans sa trajectoire, l'état eau pure, l'état eau mélangée, nous avons dû le préparer. Nous avons dû préparer cet état. Et ceci est vrai de tout phénomène. Si vous prenez du bois pour faire du feu, vous ne prenez pas de la cendre, vous ne prenez pas l'état final. Toute opération implique de préparer des situations, des états. C'est vrai dans la vie courante comme dans la physique. Pour préparer ce verre d'eau pure, nous avons dû partir, à un moment ou l'autre, d'une eau moins pure, qui se trouvait dans la nature. Et nous l'avons épurée. On peut le faire par distillation, par exemple, ou avec des systèmes à base de résine, ou encore on peut laisser la nature faire le boulot pour nous et prendre de l'eau de source. La nature, elle, c'est le soleil qui va le faire. Elle va provoquer l'évaporation des océans, la pluie, et c'est des systèmes tels que les roches qui vont filtrer l'eau, nous donnant ainsi de l'eau de source. Dans tous les cas, on doit apporter de l'énergie, de la chaleur, et on a des processus irréversibles qui augmentent l'entropie pour au final avoir de l'eau pure. Et donc on est parti d'un système qui initialement avait une entropie plus basse. À nouveau, par exemple le soleil, qui fournit cette énergie, lui-même le fait en consommant de l'hydrogène, qu'il brûle par réaction thermonucléaire dans son cœur. Ou nous-mêmes, si on distille de l'eau, on va par exemple la chauffer avec du méthane, du gaz naturel. Donc on va consommer du gaz naturel. Et donc on va augmenter à nouveau l'entropie et initialement on part toujours d'un état d'entropie plus faible. Et même le soleil, pour se former, est parti d'un nuage de gaz qui s'est effondré et qui, grâce aux forces de viscosité, a pu se tasser complètement et ne pas rester simplement comme un disque en rotation. À nouveau, phénomène irréversible et état initial de plus faible entropie. Et ainsi, en raisonnant de proche en proche, comment l'état
ici, plus faible entropie pour évoluer vers un état plus fort. Il est parti d'un état plus faible, puis il est parti d'un état plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus vaste, englobant de plus en plus de choses. On finit par arriver à considérer tout l'univers. À dire, voilà comment s'est formé l'univers, comment se sont formées les étoiles, les galaxies, etc. Et cet univers, avec un état initial de faible entropie, jusqu'à un état actuel d'entropie relativement modérée encore. L'entropie totale de l'univers n'a pas tellement augmenté, en fait. Et dans un lointain futur, probablement, une entropie beaucoup plus grande. D'où l'idée de cette asymétrie finale, qui impose la flèche du temps. On a l'univers vu dans sa globalité, avec toute son histoire, a une asymétrie avec un état appelé début ou passé, de faible entropie, et un état de fin, appelé fin ou futur, de forte entropie. Et c'est cet état asymétrique global qui en réalité impose la flèche du temps de tout l'ensemble. De plus, nous savons que l'univers est en expansion. Au début, il était dense et chaud, et puis il s'est dilaté. D'où deux questions. Deux questions que nous explorerons même si on n'a pas toutes les réponses. La première, c'est pourquoi l'univers, dans sa structure globale, vu comme un tout, pourquoi a-t-il cette structure asymétrique? Pourquoi? Deuxième question, le fait que l'état initial soit l'état dense et chaud, et avec l'expansion, l'entropie qui augmente, est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a un rapport? Deux questions qui sont vraiment les questions finales sur cette flèche du temps. Et nous commencerons à réfléchir à ces questions dans la prochaine vidéo en étudiant la relation qu'il peut y avoir entre entropie, Big Bang et Big Crunch. Je vous remercie.